Salut les devins, c'est Saiki. On se retrouve aujourd'hui car une nouvelle vidéo a été postée sur le site officiel de Dragon Ball, le même que d'habitude depuis quelques mois. Je vous mets le lien bien sûr en description avec une nouvelle interview de Toyotarou comme on avait eu il y a quelques mois avec l'éditeur, le dénommé Victory Uchida. Ne vous fiez pas à son look atypique et loufoque, c'est lui l'éditeur du manga Dragon Ball Super. Il travaille conjointement avec Toyotarou, présent dans l'interview, et Akira Toriyama bien sûr, et ils sont venus vers nous avec de nouvelles informations, de nouveaux secrets de conception concernant le Wagamama no Gokui de Vegeta, donc l'Ultra Ego, ou encore Bardock et bien d'autres sujets. Je vais essayer de vous partager l'essentiel ici, mais le lien est là pour vous en description pour aller visionner l'interview complète. Vous avez la possibilité d'y activer les sous-titres en plusieurs langues, dont le français, un français plutôt approximatif, mais malgré tout ça se laisse comprendre. Toyotarou a commencé à répondre à certaines questions concernant ses préférences dans Dragon Ball, et nous a appris que sa technique préférée n'est autre que le Kamehameha, de par principalement sa transmission depuis Kame Sennin, mais aussi de par les scènes qui peuvent en découler, comme lorsque Goku a essayé de leurrer Freezer sur Namek, lorsque Goku fait sortir le Kamehameha par les pieds, ou encore avec le Kamehameha téléportation, mais aussi de manière plus classique mais tout aussi efficace, le bon vieux Kamehameha Kaioken de Goku face à Vegeta lors de leur première rencontre au sommet. En parlant de Son Goku, sa forme préférée à ce jour est l'Ultra Instinct, la version définitive aux cheveux argentés, c'est selon lui la plus classe, la plus puissante, également qui dégage quelque chose de différent par rapport aux autres, avec ce calme, ce côté apaisé qui ressort du personnage. Mais il nous précise tout de même que d'après son propre ressenti, la forme de Goku à laquelle il peut apporter le plus de nuances en termes de variété d'émotions notamment, c'est la forme SJ Blue. Il trouve qu'elle s'y prête plus, et la plus facile pour lui à dessiner, de manière générale chez les Saiyans, c'est le Super Saiyan de niveau 1. Parce qu'au final, la base du visage est approximativement la même. Il y a bien sûr, il le souligne, quelques micro-différences, mais en Super Saiyan, les visages s'homogénisent pas mal, et étant donné que cette transformation arrive relativement souvent, il a tendance à la dessiner avec beaucoup de facilité et de rapidité. Dans l'arc actuel, l'arc Granola, son personnage préféré à dessiner n'est autre que le prince Saiyan, à savoir Vegeta. Il aime voir et dépeindre comment les fantômes du passé, ces ténèbres, telles qu'il le dit lui-même, qui rôdent en lui, peuvent affecter le personnage de Vegeta et le faire évoluer dans son contexte, son environnement actuel qui lui-même est évolutif vis-à-vis des divinités ou autres qu'il peut rencontrer. Il nous fait comprendre qu'avec Vegeta, Toyotarou se sent plus libre et plus à même de montrer une évolution caractérisée dans le personnage, le faire passer donc d'un point A jusqu'à un point B avec tous les points transitoires qui vont avec, alors qu'il trouve que le personnage de Son Goku est beaucoup plus difficile à faire évoluer. Si on lit entre les lignes de l'interview, on comprend que Son Goku est arrivé à une sorte de forme d'apogée en matière d'évolution à la fin de Dragon Ball, donc à la quasi-fin lors de la mort du petit Boo, sachant que Dragon Ball Super démarre juste après cela, que le personnage de Son Goku, depuis qu'il s'est cogné la tête, est fondamentalement bon, il l'a toujours été, et que tous les nouveaux combats de Son Goku racontent quelque chose par rapport au contexte, par rapport à l'histoire nouvellement présentée dans l'arc, mais pour Vegeta, il nous dit que ces combats, et on a pu le constater de nous-mêmes par exemple, dans l'arc Moro, avec le génocide Saiyan par rapport auquel il s'est repenti, ses déclarations concernant le fait de finir en enfer ou non face à Moro, auparavant face à Broly, avec le passé et ce lourd héritage apporté des Saiyans, qui ressurgit une nouvelle fois avec le génocide céréalien dont Granola porte aujourd'hui la fronde vengeresse, et c'est Vegeta qui s'y est confronté jusqu'au dernier chapitre. Mais bon, il nous dit que dans quelques mois, il est sûr, Toyotarou, qu'il aura un avis sûrement différent, que le personnage le plus facile à dessiner, à écrire, à faire évoluer aura peut-être changé dans son top. Et je trouve que c'est une bonne indication, un bon signe. Vous me direz ce que vous en pensez, mais à mon sens, c'est sous-entendu dans le prochain arc. Alors on n'avait pas énormément de doutes sur le fait que Dragon Ball Super continuera après Granola, mais malgré tout ça n'a jamais été dit ni acté, à part le film super-héros, mais là je parle du manga, je trouve que c'est plutôt un bon point pour être optimiste pour l'avenir. Du côté des difficultés, alors attention, Toyotarou ne nous dit pas qu'il n'aime pas les dessiner, mais que c'est plus difficile pour lui de le faire, c'est par exemple les personnages qui ont un style au niveau des yeux qui diffèrent de ce que l'on trouve habituellement dans Dragon Ball et chez les protagonistes ou antagonistes principaux, dont notamment Granola et Elec, voire même tout le groupe des Hitters, nous dira-t-il, pour lesquels il y a quelques subtilités et difficultés. Les yeux pour Granola, les yeux pour Elec, avec ce regard un petit peu tombant, mais aussi son nez, en nous disant qu'il y a des soucis de perspective à régler avant pré-publication bien sûr dans le magazine V-Jump, qui ne sont pas des problématiques à régler sur d'autres personnages, donc il fait au mieux pour réussir sur ces points-là. Et également le groupe des Hitters est un petit peu atypique, il dit que leur coupe de cheveux ressemble un petit peu à des dreadlocks ratés,
et également le personnage de Maki, qui est un personnage féminin, et comme beaucoup de mangaka connus, il nous dit qu'il a du mal à dessiner des personnages féminins, qu'il en a très peu dessiné depuis le tout début de sa carrière, et je suppose que ça prévaut aussi pour sa carrière amatrice, lorsqu'il faisait Dragon Ball, After Future, etc. À part un ou deux personnages par-ci par-là, Kaioshin ou autre, mais il n'y avait pas grand-chose pour lui de féminin à dessiner, donc c'est toujours un défi pour lui d'y arriver. Et il nous a dit que pour les personnages masculins, c'est plus facile parce qu'il y a un côté cool à faire ressortir, et il trouve qu'il s'en sort plus facilement avec ça, tandis que les personnages féminins, il faut à la fois qu'elles soient stylées, qu'elles soient mignonnes, qu'elle soit sexy, nous dit-il de ses propres mots, et également arriver à respecter les proportions pour qu'elle n'ait pas l'air trop virile. Notamment, par exemple, lorsqu'il va dessiner les mains, il faut faire attention à ce que les dimensions, les proportions donc, respectent celles d'un personnage féminin. J'aime beaucoup, à titre personnel, cette interview parce qu'au final, elle établit pas mal de proximité avec nous, les spectateurs et lecteurs, peut-être plus japonais, mais malgré tout, on peut en retirer son expérience, et justement, il y a eu un partage, parce qu'il y a eu un fan qui a écrit à Toyotarou. Alors ça ne va pas tous vous concerner, mais si vous aimez bien dessiner, vous vous lancez dans le dessin, cela pourrait vous intéresser. Et humainement, je trouve que c'est intéressant, il n'y a pas beaucoup de shonen, et encore plus des shonen aussi grands que Dragon Ball Super, qui prennent le temps de nous proposer ce genre d'interview. Vous êtes souvent nombreux à me demander pourquoi je ne vous propose pas le même type de contenu sur Boruto. C'est vraiment pas parce que j'ai pas envie de le faire, c'est juste que ça n'existe pas. Donc que l'on aime ou pas ce qui arrive en ce moment dans Dragon Ball Super, je pense que quand même, faut saluer le fait que, à la fois le site officiel nous donne pas mal d'informations, cette vidéo avec l'interview, et ça n'est pas la première, et je l'espère pas la dernière, les magazines avec des flux d'informations continus. Que l'on aime ou pas ces phases de communication, c'est une chose, mais on ne pourra pas dire qu'on en manque, ça c'est clair. Même les pages brouillon, proposer les pages en version brouillon avant que le chapitre soit dispo. Et donc un abonné rapidement lui a dit qu'il se lançait dans le dessin, en tout cas qu'il dessinait, et qu'il avait du mal parfois à dessiner les personnages qui se tiennent d'un côté ou de l'autre. Je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit, peu importe, l'astuce fonctionne dans les deux cas, et en gros Toyotarou souligne le fait que si vous avez du mal à dessiner par exemple un personnage de profil qui est orienté vers la droite, eh bien dessinez-le orienté vers la gauche, puis ensuite, que ça soit sur papier ou informatiquement, retournez-le, apportez les corrections qui vont bien, par exemple au niveau du regard pour pas qu'il ait l'air de loucher ou quoi, parce que vous l'aviez dessiné au préalable pour regarder dans une autre direction, et comme ça, vous bénéficierez de vos atouts en matière de dessin dans votre position favorite et vous l'aurez retranscrit de l'autre côté. C'est quelque chose qui ressort de l'expérience de Toyotarou, mais attention, il dit malgré tout qu'il faut s'entraîner, qu'il faut devenir meilleur sur ses points faibles, car sinon on va s'habituer à travailler comme ça et ce n'est pas une bonne chose. Bon, ensuite, l'interview va rentrer littéralement dans le dur avec une question qui demande à Toyotarou si Bardock va continuer d'apparaître dans le futur et donc dans la suite, par exemple, de l'arc Granola. Toyotarou répondit en disant qu'il ne peut pas vraiment répondre aux questions qui vont totalement spoiler l'histoire, mais quand même, il peut nous donner un petit aperçu. Il ose quand même dire « Je pense que l'on peut dire que oui, Bardock va continuer d'apparaître dans l'histoire ». Il pondère un petit peu ses propos en disant aussi que Bardock a déjà joué un grand rôle dans l'histoire, donc même s'il se refuse à nous confirmer que Bardock va réapparaître, il dit que ça ne serait pas un souci si nous, les fans, nous nous mettions à espérer ou à théoriser sur le fait qu'il reviendrait. Ça lui paraîtrait en tout cas logique, donc sous-entendu, si on lit entre les lignes et ces lignes-là sont écrites en pleine majuscule, je pense qu'on peut en tirer la conclusion que oui, Bardock va continuer à recevoir du récit dans l'arc Granola, et donc du temps d'apparition. Et l'éditeur va avoir la même réaction que nous, il va dire bah alors, c'est bon, il va réapparaître. Et Toyotarou va dire il se peut que oui, il se peut que non. Il joue déjà actuellement un rôle très important, mais Toyotarou essaye de mettre un petit terme à cette question-là en disant je ne peux quand même pas vous dire s'il apparaîtra, à quel moment de l'histoire, etc. Il ne veut pas plus en dire, mais il en a quand même beaucoup dit. Tout en rebondissant une nouvelle fois en nous disant que malgré tout, si on est enthousiaste sur le fait de le voir revenir, c'est encore une fois légitime, car Bardock est selon Toyotarou une figure centrale de l'arc Granola. Une autre question concernant le père de Son Goku a été quelle est l'histoire derrière l'apparition de Bardock? Eh bien, Toyotarou nous dit qu'en matière de conception, et ça, je vous en avais parlé sur ma propre chaîne YouTube, je crois que j'en avais aussi parlé sur un live chez l'ami Je Fonce, en présence de Rickly Boo Fighters, et je les salue s'ils passent par là, je vous avais dit que Toyotarou avait bossé il y a quelques mois sur un projet de figurine qui associait à la fois Bardock avec Son Goku avec une attaque conjointe et que ça avait aussi donné lieu à un dessin du mois sur le site officiel de Dragon Ball par Toyotarou avec ce même visuel là, donc il y avait eu du cross-média jusqu'à même être commercialisé en figurine. Il a donc été chargé de superviser ce projet de figurine et il a eu une affinité particulière pour Bardock. Ça lui a donné l'inspiration d'inclure Bardock dans l'histoire principale, considérée par là le canon de Dragon Ball Super, depuis quelque temps.
Mais d'un autre côté, c'était aussi une complication, vous le savez tous, Goku est le héros, le personnage principal, il ne le dit pas mais il est quand même bien accompagné en matière de temps d'apparition par Vegeta et d'autres personnages, et en plus de cela, Bardock est mort, c'est un personnage du passé qui n'est même plus vivant dans l'œuvre. Donc il fallait trouver un mécanisme pour pouvoir le faire réapparaître dans l'histoire, tout en faisant en sorte que ça ait l'air logique, naturel et que ça ne soit pas dérangeant pour nous. Du coup, Toyotarou s'était dit qu'il pourrait le faire apparaître dans des histoires secondaires, je suppose sous-entendu par là des produits dérivés, comme des fois on a des petits mangas un petit peu spin-off de Dragon Ball, et là c'est plus facile de faire apparaître Bardock parce que ce n'est pas forcément canon, comme la figurine par exemple, qui est totalement what the fuck niveau histoire. On s'en fout, parce que la figurine est là pour honorer le lien intergénérationnel qui peut les unir d'une certaine manière, même s'ils ne se connaissent pas vraiment. Mais le faire figurer dans l'histoire principale pour Toyotarou était un réel défi. Il a pris donc le temps nécessaire à la réflexion, et il a fini par montrer un petit peu ses ébauches, ses idées à Akira Toriyama en personne, et Toriyama lui a répondu que ça avait l'air bien. Donc forcément ça a fait pousser des ailes à Toyotarou qui s'est dit c'est bon, il faut continuer dans cette voie-là, et on va arriver à aboutir à un projet dans le manga et en particulier l'arc Granola. Outre le fait de développer son histoire et de l'affinité que Toyotarou a pu développer lors de son projet de figurine par rapport à Bardock, il cherche aussi à faire ressortir le côté cool du personnage, mais également son côté mystérieux, comme on a pu le constater lorsqu'il lui a fait porter cette espèce de capuche avec les heaters, une scène de nuit, et également jongler sur le fait que c'est un personnage qui n'apparaît pas réellement souvent. Du coup, il s'est dit que tout le monde, lui y compris Toyotarou, voudrait savoir quel genre de personnage Bardock peut-il être, quel genre d'homme ou de Saiyan, si vous préférez, il pourrait être. Et afin d'en proposer la meilleure version, il n'hésite pas à poser des questions et à se renseigner auprès d'Akira Toriyama pour voir quelle tonalité d'écriture apporter à Bardock pour comprendre ce qui peut lui correspondre moins, et le retranscrire dans le manga Dragon Ball Super. Toyotarou est tellement fan que pour lui c'est un rêve qui devient réalité. Bon, je doute que travailler sur Dragon Ball Super c'est un rêve qui devient réalité, mais aussi le fait de pouvoir intégrer Bardock dans une histoire principale de Dragon Ball Super. On va continuer de parler Saiyan, mais on ne va plus parler du même, on va revenir sur la génération un petit peu plus actuelle en parlant de Vegeta, de sa nouvelle transformation, l'Ultra Ego, et la question posée demandait si le design, le visuel donc, et le nom Wagamama no Gokui en japonais provenait de Toyotarou. Est-ce que c'était une idée conjointe, pourquoi pas avec Toriyama, ou une idée seule de Toriyama, voire pourquoi pas de son éditeur? Eh bien la réponse est simple, claire et nette, le Wagamama no Gokui est à la fois un design et un nom qui a été pensé et imaginé par Toyotarou en personne et tout seul, qui a bien sûr été soumis ensuite à Toriyama, ça lui a beaucoup plu, mais la base de la conception provient de Toyotarou, ce sont ses propres idées. En fait, selon Toyotarou, l'Ultra Ego, le Wagamama no Gokui, a été fait pour correspondre précisément avec exactitude à ce qu'est Vegeta, et l'éditeur acquiesce sur ce point. Il y aurait une signification et une sensation, un feeling similaire à l'Ultra Instinct, mais avec une nuance différente, et ça on en avait déjà discuté sur ma chaîne YouTube Maître Richard Devin par rapport au terme en japonais. Il y a une forme de jeu de mots en quelque sorte, et il réitère justement l'explication que je vous avais déjà apportée par rapport à ça. Il nous dit que les mots japonais originaux pour instinct et ego sont similaires, mais selon le kanji, la lecture et donc le sens, de manière générale, voulant être exprimé par la personne qui le dit ou qui l'écrit, le migate, donc le côté instinctif, devient plutôt le corps qui bouge tout seul. Tandis que si ce même mot est lu en tant que Wagamama et non migate, même si c'est écrit de la même manière, cela prend un autre sens et veut dire n'en faire qu'à sa tête, donc l'ego. En bref, c'est la différence entre le corps qui se déplace librement et la capacité à faire bouger son corps librement. Le corps qui bouge librement, c'est l'ultra instinct, et faire bouger son corps librement, c'est l'ultra ego. On n'en fait qu'à sa tête et on bouge son corps comme on le souhaite. Là se trouve la distinction entre l'ultra instinct et l'ultra ego. Il a beaucoup aimé cette notion à la fois de ressemblance mais également de différence qu'il peut y avoir entre l'ultra instinct et l'ultra ego, pour donner justement cette impression que les deux, Goku et Vegeta, évoluent à de grands niveaux, mais chacun avec des atouts à la fois similaires et distinctifs. Concernant le design, les fameux par exemple sourcils qui disparaissent, eh bien une sensation, Maître Richard Devin, que je vous avais partagée lors de l'apparition de ce Vegeta, je vous avais dit que Vegeta ressemblait de plus en plus à Beerus, et confirmé officiellement par l'auteur. En effet, l'absence de sourcils, les actions également visuelles de Vegeta sont là pour rappeler celles de Beerus. Il n'a pas eu Toyotarou la confirmation de la part d'Akira Toriyama, il a d'ailleurs insisté sur le fait qu'il n'a pas pu avoir confirmation, mais Toyotarou a supposé que si Goku en Ultra Instinct avait les cheveux blancs, c'était d'une certaine manière pour imiter le teint de peau des anges, en tout cas pour avoir un code visuel qui semble raccord. Et donc, du côté du Wagamama, il a fait en sorte
que ce dernier se rapproche au plus possible d'un birus, dénué de sourcils, un caractère similaire, une manière de s'exprimer qui y ressemble, et même des actes et des poses qui peuvent y faire penser. Un rapprochement donc de maître à élève qui se ressent encore plus lorsque les élèves activent les techniques des maîtres. D'ailleurs, mes très chers devins, le design de Vegeta Ultra Ego nous sera révélé officiellement très prochainement lors de la Jump Festa 2022, le 18 décembre 2021, étant donné que c'est la date officielle qui a été choisie, vu que Toyotarou se disait qu'il faudrait le révéler au monde entier pour nous montrer en couleur à quoi il ressemble, eh bien il préfère jouer la carte de l'événementiel, nous le révéler en pleine Jump Festa, et la traduction était un petit peu épineuse, mais j'ai cru comprendre que cela ferait partie des dessins signés à la Jump Festa, donc les originaux. Donc si vous n'êtes pas familier avec ça, s'il y a toujours une zone dans la Jump Festa avec des dessins originaux de la part des auteurs que l'on peut prendre en photo, etc. ou tout simplement admirer, c'est encore mieux, qui sont signés de leur propre plume. Ça peut être des espèces de shikishi si vous connaissez, ça peut être des planches de manga un petit peu brouillon en état brut, et j'ai cru comprendre, mais la traduction est assez énigmatique, que ça serait sous ce format-là, donc peut-être que ça sera pas un dessin de ouf, parce que je vous montre un des derniers exemples, par exemple avec Goku et Jaco, c'était beau, il y avait un style sympa, un peu pop, pour reprendre les termes du film super-héros, mais c'était pas le plus grand dessin. Donc je pense que, à minima, ça sera un dessin un petit peu comme ça, pour nous montrer le code couleur, mais pas forcément les gros dessins qui claquent comme sur une couverture de tome, couverture de V-Jump ou couverture de chapitre, mais qui sait, peut-être qu'on va avoir une belle surprise, et je l'espère. Il finira ensuite par terminer l'interview sur cela, je vous laisse prendre connaissance du reste de l'interview et de toutes ses subtilités avec le lien en description. Il va également révéler le nom de certains patrouilleurs galactiques, ce sont des noms assez alambiqués et farfelus. Petite mention spéciale, non pas pour les noms, parce que voilà, je pense que la majorité d'entre nous les auront oubliés, sauf s'ils reviennent dans l'histoire de manière prépondérante, donc pour le moment, pas de réel besoin de vous les présenter ici, je vous afficherai peut-être une image avec le récap, mais voilà, on va pas faire 3 quarts d'heure dessus. Mais en tout cas, pour vous dire qu'il y en a 2 parmi ceux qui ont été présentés, dont on n'avait jamais plus entendu parler depuis le manga Jaco le patrouilleur galactique. Donc ça remonte tout de même à juillet 2013 de mémoire, ça fait pas mal d'années que ces personnages étaient tombés dans l'ombre et l'oubli de Dragon Ball, et Toyotarou a su les remettre au goût du jour. Une nouvelle fois, que l'on aime ou pas Dragon Ball Super, cela revient à vous, et à vrai dire, je ne pense pas que des personnes qui détestent Dragon Ball Super soient restées aussi loin dans cette vidéo, mais du coup, peu importe, tous les avis sont dans la nature, je les respecte tous, mais on ne pourra pas dire à la fois que Dragon Ball n'est pas généreux en matière de communication et de rapprochement, de proximité avec nous, les lecteurs, mais également, je ne pense pas, malgré tous les défauts qu'on puisse y trouver, que l'on puisse dire que Toyotarou n'est pas un fan et n'est pas un connaisseur de Dragon Ball. Il y a énormément de subtilités dans Dragon Ball Super, le manga, qui sont apportées, beaucoup de petites choses, comme ça, réminiscentes, comme le fait que Vegeta ressemble de plus en plus à Beerus et non pas à Loozaru, la subtilité au niveau du nom de Wagamama, le fait de se rapprocher du personnage de Bardock de manière judicieuse en demandant conseil à Toriyama, mais aussi et surtout de ressortir des personnages de manière pertinente et non pas juste pour les ressortir au moment où il le faut. Quitte à attendre entre 2013 et 2021 ou 2020 pour le faire, pour l'arc Moro par exemple, avec l'arc prisonnier de la patrouille galactique. Bref, j'ai beaucoup apprécié cette interview, j'ai encore plus de pouvoir vous en partager l'essence et de pouvoir en discuter un minimum avec vous. Merci infiniment si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rater ce genre d'informations. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.